Vous avez souvent entendu parler de la légende du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, de la puissante Excalibur, et enfin de l'iconique Merlin l'Enchanteur. Si l'Enchanteur passe souvent au second plan dans les représentations de la légende du roi Arthur, notamment au cinéma, on se rend compte quand même que c'est souvent le mage barbu un peu en retrait qui forge les aventures dans les récits. Dumbledore avait déroulé une stratégie en arrière-plan pendant 7 tomes pour vaincre Voldemort. Gandalf a su guider hobbits, elfes, nains et humains dans leurs aventures pour vaincre Sauron. Et Merlin, lui, a emmené les chevaliers de la table ronde dans la quête ultime du Graal. Mais si les fans reconnaissent souvent le mérite de ces personnages secondaires, ils sont trop souvent peu valorisés dans les récits. C'est pourquoi Barjavel nous propose, dans le livre dont on va parler aujourd'hui, de percevoir cette légende connue de tous sous un autre œil, celui de l'Enchanteur. Inspiration. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Book Club 154 d'Inspiration Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode qui, je l'espère, va être incroyable. Franchement, je vous l'ai préparé avec amour et j'espère qu'il vous plaira autant que j'ai adoré la lecture de ce livre. Mais de quel livre va-t-on parler ? Vous l'avez deviné, évidemment, on va parler de Merlin l'Enchanteur, et donc d'un livre où il est le personnage central. Mais là où c'est un peu particulier, c'est que ce livre, appelé L'Enchanteur, a été écrit par Barjavel. Vous connaissez déjà Barjavel, si je vous promets. On a fait un épisode sur La Nuit des Temps, ouvrage de pure science-fiction où il explore les origines de notre monde, et c'est aussi lui qui a écrit Ravage qu'on a décortiqué dans un épisode dédié à ce livre. Barjavel, pour rappel, c'est un écrivain français qui est surtout connu pour ses ouvrages de science-fiction, et j'avais déjà dévoré ses livres parce que j'aime beaucoup les réflexions qu'il arrive à apporter à ses histoires, que ce soit sur l'humanité, sur l'amour ou sur la quête de sens. Mais là, imaginez le combo, moi qui adore le médiéval fantasy et l'auteur. Je trouve souvent que les œuvres sur le roi Arthur sont trop superficielles au cinéma. Il est difficile de trouver des ouvrages récents ou faciles à lire sur cette légende, et donc j'avais un petit peu de mal, quand je souhaitais me replonger dans cette légende, à retrouver des œuvres intéressantes et pertinentes. Mais là, franchement les gars, j'ai trouvé la pépite. J'ai trouvé la perle rare, le bouquin qui réenchante la légende. Donc pour vous présenter l'Enchanteur, c'est un roman qui revient sur la légende arthurienne. Oui, Arthur, Guenièvre, Lancelot, la table ronde, le Graal, tout est là. Mais raconté à travers les yeux de Merlin, ce personnage mystérieux qu'on connaît souvent comme le vieux magicien à la barbe blanche. Sauf que chez Barjavel, ce Merlin-là est bien plus complexe. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va revenir un peu sur les origines des récits arthuriens pour voir d'où ça vient. Qui a écrit tout ça à travers les siècles et pourquoi ça continue de nous parler. Ensuite, je vais vous parler un peu plus de Barjavel pour que vous compreniez ce qu'il a voulu faire avec ce livre. Et puis, on plongera dans son récit à proprement parler en s'arrêtant sur 4 grandes idées que j'ai trouvées vraiment puissantes dans le roman. Allez, attachez votre ceinture ou votre cape, on part en quête. Alors, avant de décortiquer l'Enchanteur, je vous propose un petit détour historique, mais promis, c'est le genre de détour qui vaut le coup. D'où ça vient toute cette histoire du roi Arthur, de Merlin, du Graal ? Comme souvent avec les légendes, ça vient de plein d'endroits à la fois. À la base, il y a des récits celtiques anciens qui parlent d'un roi guerrier, un peu mythique, qui aurait défendu la Bretagne contre les envahisseurs. Ce roi, ce serait Arthur. Et puis au XIIe siècle, il y a un auteur français, oui encore un, qui s'appelle Chrétien de Troyes. Et lui, il va poser les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il invente Lancelot, il introduit la quête du Graal, il ajoute un peu d'amour courtois, etc. Bref, il fait rentrer la légende dans un univers plus littéraire, plus chevaleresque. Ensuite, au Moyen-Âge, d'autres auteurs enchaînent. Le cycle de la Vulgate, les romans en prose, les Anglais comme Thomas Malory, qui vont ajouter des couches et des couches à cette légende. À tel point qu'à la fin, c'est un vrai bazar. On y trouve de la religion, de la magie, des combats, des histoires d'amour, des trahisons, des révélations mystiques, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que tous ces récits, même quand ils sont très différents, ils tournent toujours autour des mêmes figures. Arthur, le roi un peu mélancolique, Guenièvre, la reine écartelée entre la fidélité et la passion, Lancelot, le chevalier absolu mais humain, et bien sûr Merlin, le conseiller, le magicien, celui qui sait tout, mais ne peut pas tout empêcher.
Et ça a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, il y a des jeux vidéo, des séries, des films, des BD, mais on revient toujours à ce petit noyau. Parce que cette légende, elle parle de notre humanité, de nos rêves de grandeur, mais aussi de nos chutes et de nos échecs. Et c'est exactement là que Barjavel arrive avec l'Enchanteur en 1984. Il prend tout ce matériau, tous ces symboles, et il en fait quelque chose de très personnel, de très moderne. Alors avant de rentrer dans le cœur du roman, une petite parenthèse sur l'auteur, je vous l'avais promis. René Barjavel, c'est un écrivain français né en 1911 et il est surtout connu pour ses romans de science-fiction. Mais attention, avec lui, ce n'est pas de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, des batailles intergalactiques, non. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'humain, l'amour, le temps, la mémoire, la fin du monde, les origines de l'humanité. Ce sont les thèmes qu'il aborde. Et ce qu'il adore, c'est imaginer que derrière les grandes légendes, les grands mystères du passé, Stonehenge, la Lune, les civilisations disparues, il y a peut-être quelque chose de vrai, quelque chose qu'on aurait oublié. Dans La Nuit des Temps, par exemple, il imagine une cité ensevelie sur l'Arctique qui détient la vérité sur notre passé. C'est toujours une manière de poser cette question. Et si c'était vrai? Et si les légendes qu'on raconte étaient des souvenirs? Et c'est exactement ce qu'il fait avec l'Enchanteur. Il prend la légende du roi Arthur, que tout le monde connaît un peu ou croit connaître, et il la réécrit à sa façon. Mais attention, ce n'est pas une parodie, ce n'est pas non plus une version modernisée avec des motos ou des flingues, rassurez-vous, c'est une relecture très fidèle dans l'âme, mais profondément personnelle. Barjavel nous dit en gros, et si tout ça avait vraiment existé? Et si Merlin avait été une sorte d'ange envoyé pour aider l'humanité? Et si le Graal, ce n'était pas un objet magique, mais une énergie, une lumière que seuls les purs peuvent voir? Et vous allez voir, cette vision-là, elle change tout. Dans cette version, Merlin est un personnage central, plus encore que dans les textes classiques. Il est à la fois magicien, prophète, philosophe, mais aussi un homme en manque d'amour, en manque d'expérience humaine, et c'est ce manque-là qui va faire toute la beauté et la douleur du roman. Parlons enfin du contenu du livre et des 4 idées qui font de l'Enchanteur une œuvre à part, selon moi. Revenons à la trame principale du roman, parce qu'elle structure toute l'histoire. Arthur réunit autour de lui les chevaliers de la table ronde, et les envoie en quête du Saint Graal. Une coupe sacrée, oui, mais pas seulement. Chez Barjavel, le Graal devient un mystère vivant, une lumière qui ne se laisse approcher que par les âmes les plus pures. Merlin, qui observe tout cela avec sa sagesse d'être mi-homme, mi-divin, sait dès le début que la plupart échoueront, parce qu'ils sont trop liés à leur passion, à leur orgueil, à leurs blessures. Et pourtant, il y a un espoir. Cet espoir, c'est Perceval. Perceval, c'est le jeune garçon un peu naïf qui ne comprend pas grand-chose au code du monde, mais qui avance droit devant lui, sans haine, sans peur, sans calcul. Et c'est lui, évidemment, qui verra le Graal. Pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il est simplement accordé, aligné, pur. Barjavel écrit à propos de Perceval, « Il ne savait pas ce qu'était le bien ni le mal, il ne savait pas mentir, il ne savait pas tuer, il était prêt. » Et là on comprend que la quête du Graal, c'est pas juste une quête extérieure, c'est aussi une épreuve intérieure. Et c'est ce que chacun de nous poursuit au fond, la paix, la vérité, la lumière, mais pour y arriver, il faut d'abord se désencombrer de tout ce qu'on croit savoir. Dans un second temps, dans toute cette histoire, il y a un autre thème qui revient souvent et qui impacte beaucoup la quête de ce Graal. C'est celui des passions. C'est un des thèmes les plus bouleversants du roman, parce que l'Enchanteur, c'est aussi une tragédie amoureuse. Entre Arthur, Guenièvre et Lancelot, tout est désaligné. Guenièvre est marié au roi, mais son cœur appartient à Lancelot. Lancelot, lui, est partagé entre sa loyauté et son désir, et Arthur, de son côté, impuissant, voit son royaume se fissurer sous le poids de cette tension. Et en fait, ce triangle amoureux, c'est pas juste une histoire de sentiments contrariés, il provoque des déchirements profonds, il fait vaciller la table ronde, il détourne Lancelot de sa mission, il blesse Arthur dans sa dignité de roi, il installe le doute, la culpabilité, la trahison dans un royaume censé être fondé sur la justice et l'honneur. Ce sont ces passions, cet amour interdit ou cette fidélité impossible qui vont préparer la chute du royaume. Et surtout, ces passions empêchent certains d'avancer sur la voie du Graal. Lancelot, malgré sa noblesse, n'atteindra jamais la lumière parce que son cœur est divisé. Son amour pour Guenièvre devient un frein intérieur, un attachement trop humain qui l'éloigne de la pureté nécessaire à la vision du Graal.
Mais le plus touchant, c'est Merlin lui-même. Lui, qui ne devait jamais connaître l'amour, tombe amoureux de Viviane, la dame du lac, la jeune femme qu'il a lui-même formée, façonnée, en espérant qu'elle lui resterait fidèle. Mais l'amour le dépasse, il ne contrôle plus rien. Il ne sait pas comment réagir face à ses sentiments pour la dame du lac, et il résiste sans cesse face à leur amour pour ne pas se détourner de la quête du Graal et aider Arthur. Et c'est là que Barjavel est très fort. Il nous montre que même les êtres les plus élevés ne sont pas à l'abri du cœur. Que l'amour, c'est ce qui peut nous élever ou nous perdre. Ensuite, ce qui est fascinant dans ce roman, c'est que Merlin n'est pas juste un guide, il est aussi un architecte de l'évolution humaine. Son but, ce n'est pas de faire gagner Arthur ou de triompher des Saxons. Non, ce qu'il veut, c'est créer un être parfait, une synthèse du meilleur de l'humain. Courage, amour, pureté, sagesse. Et pour ça, il tente des combinaisons. Il réunit Arthur et Guenièvre, pensant que leur union pourrait enfanter cet être d'équilibre, mais leur amour est tiède, contraint. Il voit ensuite en Lancelot la perfection du chevalier, mais Lancelot est dévoré par sa passion interdite. Il parie sur Perceval, mais il lui manque la conscience, la volonté. Tous sont des fragments, jamais la totalité. Merlin cherche, façonne, tente et échoue. À plusieurs reprises, il élève des futurs chevaliers avec Viviane, la dame du lac, à la recherche de cet être rêvé. Lancelot, d'abord, est élevé dans une bulle pure, coupée du monde pour devenir le parfait chevalier. Il l'est presque, mais l'amour le brise. Puis vient Perceval, le candide, celui qui voit le Graal sans le comprendre, parce qu'il lui manque la conscience du monde. Et enfin Galad, le dernier espoir, le fils de Lancelot, élevé dans une perfection presque mystique. C'est lui qui verra le Graal et l'emportera. Mais il ne reste pas, il quitte le monde. Il n'est pas l'homme qui peut transformer ce monde. Et à la fin, Merlin comprend qu'il ne pourra pas forcer cette naissance, que l'homme parfait ne viendra ni par la magie, ni par l'éducation, ni par l'amour, il devra venir autrement, peut-être plus tard. Dans le livre, il dit « L'homme parfait n'existe pas encore, mais il viendra ». Mais alors pourquoi Merlin cherche-t-il à créer un homme parfait ? Et c'est là que l'idée de Barjavel, elle devient profondément moderne. Merlin ne cherche pas un héros ni un sauveur. Ce qu'il veut, c'est mettre fin à une époque, fermer une ère, celle des chevaliers, des guerres et des passions incontrôlées. Il veut créer un homme nouveau, ni moine, ni guerrier, ni roi, ni esclave. Un homme capable de paix, d'équilibre, de lumière intérieure. Barjavel écrit « Un jour viendra où les hommes ne tueront plus pour un dieu, une femme ou une idée. » Cette phrase, elle sonne comme une prophétie. Elle nous parle aujourd'hui encore, parce qu'au fond, ce que Merlin attend, ce n'est pas un miracle. C'est une maturation collective, un moment où l'humain comprendra enfin qu'il peut exister sans détruire, qu'il peut aimer sans posséder, croire sans exclure, et vivre sans dominer. Et c'est là que Barjavel annonce la fin des chevaliers, non comme une défaite, mais comme une évolution. Merlin échoue, oui, dans les faits, mais ce n'est pas un échec triste, c'est le début d'un autre cycle, une ouverture. Et c'est à nous, les lecteurs, de décider ce qu'on en fait. Dans un passage, Barjavel écrit « Les héros ne sont pas morts, dit Merlin. Ils se sont entretués parce que les hommes de l'épée devaient disparaître. Leur temps est terminé. Galad a mis fin à l'aventure. Aux épées vont succéder les écus et la confusion des faux savoirs sur lesquels souffle le diable. Si un héros s'était obstiné à demeurer, regarde ce qu'il serait devenu. » Et je voulais finir avec une toute petite partie du récit qui m'a marqué. L'histoire des conserves infinies. Alors là, je veux vous parler d'un moment un peu à part dans le roman, mais qui m'a marqué. C'est un épisode que Barjavel glisse au milieu de tout ce grand récit épique. Merlin, un jour, rend visite à une famille pauvre, Bénigne et sa fille Bénie. Depuis la mort du père, elles passent leur journée à trouver de quoi se nourrir pour survivre. Le passage est assez imagé, je vous lis une partie. Vous êtes bien bon de nous avoir apporté une branche, mais elle va être vite finie. La misère qu'on a, la misère des misères, c'est que les choses durent pas. Quand le bois a fini de brûler, il n'y en a plus. Quand on a mangé la soupe, il n'y en a plus. Quand je vois la cheminée pleine de cendres, quand je vois le fond de mon écuelle, je me dis « c'est pas possible, va falloir encore recommencer ». Aller à la forêt, éplucher les fèves et en semer d'autres pour qu'elles poussent et qu'on les mange et de nouveau, il n'y en aura plus. Pourquoi les choses durent pas, l'enchanteur ? C'est la misère, vous pourriez pas les faire durer ? Et c'est alors que Merlin leur apporte une solution. Il leur fait 2 cadeaux.
des conserves infinies qui viennent remplir le placard et une branche qui brûle d'un feu inconsumable qui est réglable via un robinet. Donc il n'y a plus besoin de travailler, plus besoin de mendier, la nourriture est là pour toujours. Mais si ça vous choque sûrement un peu que Barjavel se permette d'introduire un anachronisme en offrant des conserves au Moyen-Âge, ce qui m'a le plus interpellé, moi, c'est l'aspect court terme de cette solution. Au début, c'est le paradis, mais très vite, la famille ne fait plus rien. Un autre passage décrit la situation qui découle de ces cadeaux de Merlin. Bénigne, au coin du feu, grossissait. Ses jambes et ses bras restaient presque maigres, mais son ventre s'arrondissait vers le haut, vers le bas et les côtés. Car depuis la mort de Béni, elle ne bougeait pratiquement plus. Elle n'avait plus à aller à la forêt pour chercher des fagots, il lui suffisait de tourner le robinet pour avoir du feu. Elle n'avait plus à piocher la terre de son jardin pour y semer des poireaux et des carottes, elle se nourrissait en tirant des boîtes de son placard inépuisable. Elle ouvrait une boîte, mangeait, s'asseyait, sommeillait, digérait, ouvrait une autre boîte, remangeait, sans se soucier de l'heure ni de sa faim. Manger et dormir étaient les seules occupations dont elle disposait pour meubler sa solitude. Elle jetait les boîtes vides devant sa porte, d'abord loin, puis de moins en moins loin, à mesure que ses forces déclinaient. Il y en eut à la fin un grand tas de chaque côté d'un étroit passage qu'elle avait préservé pour aller chercher de l'eau au puits ou faire dans le sable, derrière la dune, ses besoins naturels. La leçon ici, c'est que l'abondance sans effort détruit. Le manque, lui, forge l'âme. Et je trouve cette leçon incroyable, parce qu'elle s'applique à notre époque. Quand on obtient tout sans lutte, sans recherche, sans transformation, on ne grandit pas. Barjavel, ici, glisse une critique de la facilité, du confort moderne et de la déconnexion au réel. Il dit que l'homme ne se révèle que dans la tension entre ce qu'il a et ce qu'il désire devenir. Bon, vous l'avez compris, l'Enchanteur, c'est pas juste une nouvelle version sympa de la légende du roi Arthur. C'est vraiment un pari fou. Barjavel prend un mythe énorme, un truc que tout le monde connaît plus ou moins, et il ose y mettre ses propres questions, ses doutes, ses idées. Et ça, franchement, c'est fort. Il prend Merlin, ce personnage qu'on imagine tous vieux, sage, barbu, et il en fait un homme qui cherche, qui doute, qui aime. Et même s'il a des pouvoirs magiques, ce qui le rend touchant, c'est qu'il est perdu parfois, comme nous. Mais ce que j'ai trouvé génial surtout, c'est que ce livre, il va beaucoup plus loin que la magie et les chevaliers. Il nous parle de l'amour, de ce qui nous empêche d'avancer, de la lumière qu'on cherche au fond de nous, et de cette idée qu'un jour, peut-être, l'humain arrivera à devenir meilleur. Pas parfait, mais un peu plus juste. Et puis Barjavel fait un truc que j'adore, qu'il avait déjà fait dans La Nuit des Temps, il prend des choses réelles du monde qu'on connaît, comme les cratères sur la Lune, ou ici Stonehenge, et il leur donne une explication magique. Et si c'était les Chevaliers de la Table Ronde qui avaient construit ça ? Alors oui, je vous le dis avec le cœur, L'Enchanteur, c'est un roman à lire. Pas juste pour l'histoire, même si elle est top, mais pour tout ce qu'elle fait résonner en nous. Prenez votre temps avec ce livre, laissez-vous porter par les histoires, les morales, et à la fin, posez-vous cette question. Quel est votre Graal à vous ? Quel est le travail que vous devez faire au quotidien pour en devenir digne ? Sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Book Club 154. J'espère qu'il vous aura fait voyager autant que ce roman m'a embarqué. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, restez curieux. N'hésitez pas à découvrir nos autres épisodes sur le podcast et passez une très belle journée. À très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.